Quand vous avez regardé la série Vikings, vous avez sans doute été captivé par Lagertha. Catherine Winnick l'incarnait avec tellement de force qu'on aurait pu croire qu'elle transcrivait fidèlement l'histoire. Mais la vérité derrière ce personnage est autrement plus troublante. Ce que Michael Hirst, le créateur de la série, a choisi de vous montrer n'est qu'une infime partie de ce qui se cache réellement derrière cette figure mythique. Aujourd'hui, on va déterrer ce qu'Hollywood a préféré enterrer. Commençons par la révélation la plus dérangeante. Lagertha n'a probablement jamais existé. Tous les historiens modernes s'accordent sur un point. Cette guerrière légendaire n'est mentionnée que dans une seule source, la Gesta Danorum de Saxo Grammaticus, un moine danois qui écrivait au XIIe siècle, soit plus de 300 ans après l'époque viking. 3 siècles, c'est l'équivalent pour nous de raconter les croisades en se basant uniquement sur des rumeurs transmises de bouche à oreille. Judith Jesch, l'une des plus grandes spécialistes de l'ère viking, a analysé les 9 premiers livres de Saxo, et sa conclusion est sans appel. Ces récits sont largement fictifs. Saxo s'inspirait massivement des légendes des Amazones grecques et mélangeait allègrement mythologie et histoire. Son travail était davantage une œuvre littéraire destinée à glorifier le Danemark qu'un document historique fiable. Mais pourquoi Saxo a-t-il inventé Lagertha? La réponse est simple et dérangeante. En tant que moine chrétien du Moyen Âge, Saxo avait un agenda précis. Il voulait montrer que le Danemark païen d'avant était un monde de chaos et de désordre, où les femmes osaient prendre les armes, refusant leur rôle naturel. Pour lui et ses contemporains, les femmes guerrières n'étaient pas des héroïnes, mais des aberrations, des symptômes d'une société malade qui nécessitait d'être guérie par le christianisme et une monarchie stable. Cette misogynie à peine voilée transparaît dans tous ses écrits. Saxo considérait les femmes uniquement comme des êtres sexuels. Les Skjaldmö, ces guerrières au bouclier, représentaient pour lui l'exemple parfait du désordre païen. Son Lagertha n'était donc pas un hommage à la force féminine, mais une illustration de ce qui n'aurait jamais dû exister. Les choses deviennent encore plus intéressantes quand on creuse l'origine du personnage. Hilda Roderick Davidson et Nora K. Chadwick, 2 historiennes de renom, ont avancé une théorie fascinante. Lagertha serait en réalité une version humanisée de la déesse Thorgerdr Hulgabrudr, plus connue sous le nom de Thorgerd. Cette déesse était vénérée en Norvège, particulièrement à Hladir, d'où viendrait d'ailleurs le nom Ladgerdr, qu'on a latinisé en Lagertha. Thorgerd était associée au Jarl Hakon Sigurdsson, soit comme sa protectrice divine, soit selon certaines versions comme sa femme. Dans les sagas, elle intervenait dans les batailles, volant au-dessus des combattants comme une valkyrie pour apporter la victoire à son protégé. Quand Saxo décrit Lagertha volant en rond à l'arrière de l'ennemi avec ses cheveux au vent, il ne fait que reprendre cette imagerie divine. Ce détail n'est pas anodin. Il trahit les origines mythologiques du personnage. Une simple mortelle, aussi guerrière soit-elle, ne peut pas voler. Saxo a simplement pris une déesse et l'a transformée en femme de chair et d'os pour les besoins de son récit. La vallée de Golar, où Lagertha aurait vécu selon Saxo, se trouve justement près de Hladir, le centre du culte de Thorgerd. Cette proximité géographique n'est pas une coïncidence. Saxo a manifestement puisé dans les traditions locales pour créer son personnage, mélangeant des éléments de culte païen avec des récits de guerrières légendaires. Le récit de Saxo commence avec l'invasion de la Norvège par Frø, le roi de Suède, qui tue le roi norvégien Sinardus et place les femmes de la famille royale dans un bordel pour les humilier. Ragnar Lodbrok, le petit-fils de Sinardus, décide de venger cet affront. Certaines des femmes contraintes à la prostitution s'échappent, s'habillent en guerriers et rejoignent Ragnar. Parmi elles se distingue Lagertha. Saxo la décrit comme une Amazone talentueuse qui, bien qu'étant une femme, avait le courage d'un homme et se battait en première ligne, ses longs cheveux trahissant seuls sa féminité. Son habileté au combat était telle que Ragnar attribua la victoire à sa seule force. Impressionné, il tomba amoureux d'elle. Mais Lagertha ne se laisse pas conquérir facilement. Par fierté, elle place un chien et un ours devant sa maison pour le défier. Ragnar tue l'ours avec sa lance et étouffe le chien, gagnant ainsi le droit de l'épouser. Ensemble, ils ont un fils nommé Fridleif et 2 filles dont l'histoire n'a pas retenu les noms. Notez bien ce détail. Fridleif, pas Bjorn. La série a complètement réécrit la descendance de Lagertha.
Bjorn Côte de Fer était, selon les sagas, le fils de Ragnar et d'Aslaug, sa deuxième ou troisième épouse selon les sources. Faire de Bjorn le fils de Lagertha est une pure invention hollywoodienne destinée à créer plus de liens émotionnels entre les personnages principaux. Le mariage de Ragnar et Lagertha ne dure pas. Ragnar, qui gardait une rancune tenace d'avoir dû se battre contre des bêtes sauvages pour la courtiser, divorce d'elle pour épouser Thora Borgarhjortr, la fille du roi de Suède. Mais leur histoire ne s'arrête pas là. Des années plus tard, confronté à une guerre civile, Ragnar se tourne vers Lagertha pour lui demander de l'aide. Elle accepte, toujours amoureuse de lui, et arrive en Norvège avec 120 navires. Sa contribution est décisive dans la victoire de Ragnar. Mais lors de leurs retrouvailles, Lagertha en profite pour régler définitivement leur compte. Au cours d'une dispute, elle sort un fer de lance qu'elle avait caché dans ses vêtements et tue Ragnar. Selon Saxo, Lagertha usurpe alors le nom et la souveraineté de son mari, devenant reine de Norvège. C'est sur cette note meurtrière et ambitieuse que se termine l'histoire de Lagertha dans la Gesta Danorum. Un détail qu'Hollywood a soigneusement évité de reproduire, préférant une séparation plus romantique et moins sanglante. Maintenant, parlons de ce qui est peut-être le mensonge le plus important de la série, l'existence même des femmes guerrières vikings telles qu'elles sont dépeintes. La série vous a vendu l'image de femmes combattant régulièrement aux côtés des hommes, prenant part aux raids, commandant des armées. La réalité était radicalement différente. Les historiens s'accordent sur un point. Si des femmes vikings apprenaient à se battre, c'était pour défendre leur foyer pendant l'absence des hommes. Elles constituaient une dernière ligne de défense, pas des forces d'attaque. Si elles apparaissaient occasionnellement sur un champ de bataille, c'était comme renfort d'urgence, certainement pas à des postes de commandement. La société viking était profondément patriarcale, contrairement à l'image progressiste que la série tente de véhiculer. Les femmes avaient certes plus de droits que dans d'autres sociétés européennes de l'époque. Elles pouvaient posséder des biens, demander le divorce, gérer les finances du foyer. Mais de là à commander des armées ou participer régulièrement aux raids, il y a un gouffre que l'archéologie et les sources historiques ne permettent pas de franchir. Lucy Malbos, historienne spécialiste des Vikings, a critiqué la représentation de Lagertha dans la série pour cette raison précise. Le personnage incarne une liberté et un avant-gardisme en matière de droits des femmes qui n'existaient tout simplement pas dans les sociétés scandinaves de l'époque. Cette romanticisation fait oublier la dimension patriarcale réelle de ces sociétés. En 2017, une découverte archéologique a relancé le débat sur les femmes guerrières vikings. Une tombe fouillée au XIXe siècle à Birka, en Suède, contenait un squelette entouré d'armes, de 2 chevaux et d'un plateau de jeu stratégique. Pendant plus d'1 siècle, les archéologues ont supposé qu'il s'agissait d'un homme. Pourquoi ? Simplement parce que les armes et le matériel militaire étaient, dans leur imaginaire, forcément des attributs masculins. En 2017, une analyse ADN révèle que le squelette porte 2 chromosomes X. C'est une femme. L'annonce fait sensation. Les médias du monde entier titrent sur la confirmation de l'existence des femmes guerrières vikings. Mais la communauté scientifique est loin d'être unanime. Judith Jesch, encore elle, a immédiatement contesté cette interprétation. Elle a souligné de nombreux problèmes méthodologiques dans l'étude. La présence d'armes dans une tombe ne prouve pas nécessairement que la personne enterrée était une guerrière. Les armes pouvaient être des objets de prestige, des symboles de statut, des héritages familiaux, ou appartenir à quelqu'un d'autre enterré à proximité. Le plateau de jeu, censé indiquer des capacités stratégiques, pose également problème. Jouer à des jeux de stratégie ne fait pas de vous un commandant militaire. C'était un loisir répandu dans toutes les classes sociales vikings, hommes et femmes confondus. Et surtout, aucune blessure de combat n'a été relevée sur le squelette. D'autres sceptiques ont soulevé la possibilité que les os aient été mal étiquetés au XIXe siècle ou mélangés avec ceux d'autres tombes proches. Les méthodes archéologiques de l'époque étaient loin d'être aussi rigoureuses qu'aujourd'hui. Il est possible que ce qu'on pensait être une seule sépulture soit en réalité un mélange de plusieurs. Charlotte Hedenstierna Jonsson, l'archéologue qui a dirigé l'étude, admet elle-même qu'il n'y a rien dans cette tombe qu'on puisse interpréter comme féminin d'un point de vue archéologique, contrairement à d'autres tombes féminines de la région qui contenaient des bijoux et des objets typiquement associés aux femmes.
Ce qui est fascinant dans ce débat, c'est qu'il révèle nos propres biais. Nous voulons tellement croire à l'existence de femmes guerrières vikings que nous sommes prêts à interpréter les preuves dans ce sens, même quand elles sont ambiguës. Jesh l'a bien dit, notre fascination pour les guerrières vikings dans la culture populaire et le discours académique est fortement, peut-être trop fortement, influencée par les désirs du XXe et XXIe siècle. Le terme skjaldmö, littéralement « fille du bouclier », apparaît dans plusieurs sagas nordiques. Ces textes mentionnent des femmes comme Brunhild, Hervor ou Freydis Eiríksdóttir qui auraient pris les armes. Mais là encore, il faut distinguer la réalité historique de la construction littéraire. Les sagas ont été écrites entre le XIIIe et le XIVe siècle, bien après l'ère viking. Elles mélangent délibérément histoire, mythologie et fiction. Les auteurs de ces textes n'avaient aucun scrupule à inventer des détails ou à emprunter des éléments à d'autres traditions pour rendre leurs récits plus captivants. Saxo Grammaticus affirme que 300 skjaldmö ont combattu lors de la bataille de Bravelir vers 750. 300 femmes guerrières dans une seule bataille? Si c'était vrai, on aurait trouvé des traces archéologiques massives. Des tombes de guerrières, des représentations artistiques, des mentions dans de multiples sources. Or, en dehors des sagas, le silence est assourdissant. L'historien byzantin Jean Skylitzès mentionne que des femmes ont combattu dans les troupes de Sviatoslav Ier lors d'une campagne en Bulgarie en 971. Après la bataille de Doristolon, les soldats auraient découvert sur le champ de bataille les cadavres de nombreuses femmes armées. C'est l'une des rares mentions de femmes guerrières dans une source non scandinave. Mais notez bien, il parle de Bulgarie, pas de Scandinavie, et d'une situation exceptionnelle, pas d'une pratique courante. Freydis Eiríksdóttir, la fille d'Éric le Rouge, est mentionnée dans la Grenlandinga saga. Elle aurait combattu des Amérindiens au Vinland, mais son histoire est teintée de violence et de folie. Elle massacre ses propres compagnons de voyage, tuant personnellement 5 femmes à la hache après que ses hommes refusent de le faire. Ce n'est pas exactement le portrait d'une héroïne noble. La série Vikings a fait de Lagertha une mère aimante et dévouée, une guerrière noble guidée par ses principes, une femme qui se bat pour protéger son peuple. C'est un beau personnage, complexe et attachant, mais ce n'est pas la Lagertha des sources. Le texte de Saxo laisse entendre que Lagertha était calculatrice et ambitieuse. Elle tue son ex-mari pour usurper son trône. Ce n'est pas un acte de légitime défense, c'est un meurtre prémédité. Elle cache une arme dans ses vêtements et attend le moment opportun lors d'une dispute. C'est l'acte d'une femme prête à tout pour le pouvoir. La série a aussi complètement réécrit ses enfants. Björn n'était pas son fils. Gyda, la fille qui meurt de la peste dans la série, n'existe pas dans les sources. Les 2 filles de Lagertha, selon Saxo, n'ont même pas de nom. Elles sont si insignifiantes dans le récit que l'histoire ne les a pas conservées. Le divorce avec Ragnar est également adouci. Dans la série, c'est une séparation douloureuse mais relativement civile, causée par l'arrivée d'Aslaug. Dans le texte de Saxo, Ragnar divorce simplement parce qu'il en veut encore à Lagertha de lui avoir fait affronter des bêtes sauvages. C'est mesquin, rancunier, et cela peint un portrait beaucoup moins héroïque des 2 personnages. La relation avec Kalf dans la série est pure invention. Dans les sources, après son divorce, Lagertha se remarie avec un roi norvégien dont le nom n'est même pas mentionné. Elle le tue lui aussi, encore une fois pour régner seule. Le texte de Saxo suggère qu'elle avait un goût prononcé pour le pouvoir et qu'elle n'hésitait pas à tuer pour l'obtenir. La représentation de Hedeby est également problématique. La série en fait un fief important que Lagertha dirige avec sagesse. Historiquement, rien ne prouve qu'elle ait jamais régné sur Hedeby. C'est une addition scénaristique pour lui donner plus de pouvoir et d'autonomie dans le récit. Au-delà de Lagertha, la série a créé une vision fantasmée de la place des femmes dans la société viking. Vous avez vu des femmes participer régulièrement aux raids, siéger aux assemblées, prendre des décisions militaires majeures. La réalité était bien différente. Les femmes vikings avaient effectivement plus de liberté que leurs contemporaines européennes. Elles pouvaient hériter de biens, demander le divorce si leur mari était cruel ou les négligeait, gérer les finances du foyer en l'absence de leur époux. Certaines femmes riches et influentes avaient un réel pouvoir économique et social. Mais la guerre restait massivement un domaine masculin.
Les raids vikings n'étaient pas des sorties familiales. C'étaient des expéditions dangereuses, souvent mortelles, où des hommes passaient des mois loin de chez eux, affrontant des mers imprévisibles, des ennemis bien armés et des maladies. Emmener des femmes aurait été considéré comme inutile et dangereux. La chose et l'Althing, les assemblées où se prenaient les décisions importantes, étaient dominées par les hommes. Les femmes de haut rang pouvaient avoir une influence indirecte à travers leurs maris, leurs fils ou leurs frères, mais elles ne siégeaient pas, ne votaient pas, ne débattaient pas publiquement. Même dans le domaine religieux, où certaines femmes occupèrent des positions importantes comme vulva, sorcières ou prophétesses, le pouvoir restait largement entre les mains des hommes. Les Gothis, les prêtres païens, étaient presque exclusivement masculins. Mikkel Hirst, le créateur de Vikings, a été transparent sur ses libertés avec l'histoire. Il a déclaré qu'il avait été obligé de prendre des libertés parce que personne ne sait avec certitude ce qui s'est passé pendant les âges sombres. Il visait des millions de téléspectateurs, pas des centaines de spécialistes. C'est un argument valable pour une série de divertissements. Le problème survient quand cette fiction se fait passer pour de l'histoire. Beaucoup de spectateurs de Vikings croient sincèrement que ce qu'ils ont vu reflète la réalité historique. Ils pensent que l'Agertha a vraiment existé, que les femmes vikings combattaient régulièrement, que la société viking était plus égalitaire qu'elle ne l'était. Cette confusion a des conséquences. Elle fausse notre compréhension du passé. Elle crée une mythologie moderne qui n'a que peu de rapport avec la réalité historique. Et ironiquement, elle rend un mauvais service à la vraie histoire des femmes vikings, qui est déjà fascinante sans avoir besoin d'être embellie. Les vraies femmes vikings étaient des agricultrices, des commerçantes, des tisserandes, des mères, des gestionnaires de domaines. Certaines étaient des vulvas respectées, des femmes d'influence qui conseillaient même les rois. D'autres étaient des esclaves, capturés lors de raids et forcés à une vie de labeur. La majorité vivait des vies dures, laborieuses, loin de la gloire et du romanticisme. En transformant toutes les femmes vikings en guerrières, on efface ces vraies histoires. On réduit la complexité de leur vie à un seul aspect, et un aspect qui était probablement le moins représentatif de leur réalité quotidienne. L'Agertha est devenue une icône féministe moderne. Elle représente la force féminine, l'indépendance, le refus de se conformer au rôle traditionnel. C'est un symbole puissant et inspirant, mais c'est aussi un symbole dangereusement trompeur. En faisant de l'Agertha une héroïne proto-féministe, on projette nos valeurs modernes sur le passé. On crée une histoire qui nous arrange, qui correspond à ce que nous voulons croire plutôt qu'à ce qui était réellement. C'est du présentisme, l'erreur qui consiste à juger le passé avec les critères du présent. Les femmes de l'ère viking ne se battaient pas pour l'égalité des sexes. Elles vivaient dans une société patriarcale qu'elles acceptaient généralement comme naturelle et normale. Les rares femmes qui prenaient les armes, si elles ont existé, étaient des exceptions tellement remarquables qu'elles sont devenues des légendes, précisément parce qu'elles sortaient complètement de la norme. Faire de ces exceptions la règle, comme le fait la série, c'est trahir la réalité historique. C'est aussi rendre un mauvais service aux vraies luttes des femmes vikings, qui devaient naviguer dans un monde d'hommes avec les outils limités à leur disposition. Regardons de plus près les décisions narratives de Vikings concernant l'Agertha. Mikkel Hirst a choisi de faire d'elle la mère de Bjorn, alors que toutes les sources désignent Aslaug. Pourquoi ? Parce que cela créait plus de drame, plus de tension émotionnelle. Bjorn devient l'enjeu de la rivalité entre l'Agertha et Aslaug. Il a choisi de montrer l'Agertha tuant Aslaug des années après leur séparation, dans un acte de vengeance longtemps couvé. Dans les sources, l'Agertha tue son mari norvégien, pas la nouvelle épouse de son ex. Ce changement transforme l'Agertha d'une meurtrière ambitieuse en une femme blessée qui cherche justice. Il a choisi de faire de l'Agertha une victime d'abus domestiques avec son deuxième mari, Earl Sigvard, puis avec Kalf qui l'a trahi et prend son titre. Ces ajouts créent de la sympathie pour le personnage, justifient ses actions violentes, mais ils n'ont aucun fondement historique. Il a aussi choisi de montrer l'Agertha vieillissante, fragilisée, hantée par ses actions passées, cherchant la rédemption. C'est profondément humain et touchant, mais la Lagertha des sources ne vieillit pas, ne doute pas, ne cherche pas la rédemption. Elle règne, tue quand nécessaire et disparaît du récit sans conclusion claire.
Ces choix révèlent quelque chose d'important sur ce que nous attendons de nos héroïnes modernes. Nous voulons qu'elles soient fortes, mais vulnérables, violentes, mais justifiées, puissantes, mais tourmentées. Nous voulons qu'elles ressemblent à de vraies personnes, avec des doutes, des peurs, des regrets. C'est ce qui fait de bons personnages de fiction, mais ce n'est pas nécessairement ce qui fait de bonnes histoires. Vikings a eu un impact massif sur la manière dont le grand public perçoit l'ère viking. Des millions de personnes dans le monde entier ont découvert cette période à travers la série. Pour beaucoup, c'est leur seule source d'information sur les Vikings. Cette influence est à double tranchant. D'un côté, la série a suscité un intérêt énorme pour l'histoire viking. Les musées consacrés aux Vikings ont vu leur fréquentation exploser. Les livres d'histoire sur le sujet se sont multipliés. Les universités ont créé de nouveaux cours. C'est indéniablement positif. De l'autre côté, la série a créé des idées fausses, profondément ancrées. Combien de spectateurs savent que l'Agertha n'a probablement jamais existé? Combien comprennent que les femmes guerrières étaient des exceptions rarissimes, voire mythiques, et non pas la norme? Combien réalisent que la société viking était patriarcale et souvent brutale? Les archéologues et historiens se retrouvent constamment à devoir corriger ces malentendus. Ils doivent expliquer que non, les femmes vikings ne se battaient pas régulièrement, que non, elles ne portaient pas ces armures élaborées, que non, la société viking n'était pas plus égalitaire que les autres sociétés médiévales. Un aspect que la série a traité, mais de manière très hollywoodienne, est la violence sexuelle. Dans le premier épisode, l'Agertha est presque violée dans sa propre maison par deux hommes. Elle les tue avec une relative facilité, établissant d'emblée son personnage comme une guerrière capable. Cette scène, bien qu'horrifiante, est présentée de manière à montrer la force de l'Agertha. Elle n'est jamais vraiment en danger. Elle contrôle la situation. C'est une démonstration de pouvoir déguisé en agression. La réalité du viol à l'ère viking était bien plus sombre et compliquée. Les femmes capturées lors de raids étaient routinièrement violées et réduites en esclavage. C'était une partie acceptée de la guerre viking. Les lois vikings prévoyaient des compensations pour le viol, mais ces lois protégeaient surtout les femmes de statut, pas les esclaves ou les captives. La série montre aussi l'Agertha violant Harald Finnegerd dans une scène troublante destinée à affirmer sa domination sexuelle. Cette scène a été critiquée pour sa représentation problématique de la violence sexuelle comme outil de pouvoir. Mais elle révèle aussi quelque chose que la série n'explore jamais vraiment. Dans une société aussi brutale que celle des Vikings, les femmes qui avaient du pouvoir l'exerçaient parfois avec la même cruauté que les hommes. Parlons de Björn, puisque la série en fait le fils de l'Agertha. Björn Côte de Fer a vraiment existé, contrairement à sa prétendue mère dans la série. Il était un chef viking qui a mené des raids en Méditerranée et qui est devenu roi d'une partie de la Suède. Selon les sagas, Björn était le fils de Ragnar et d'Aslaug. Lui et ses frères, Ivar, Ubbe, Hvitserk et Sigurd, ont formé la grande armée païenne qui a envahi l'Angleterre pour venger la mort de leur père. Ces fils de Ragnar ont réellement existé, et leurs exploits sont documentés dans plusieurs sources, pas seulement les sagas nordiques, mais aussi les chroniques anglo-saxonnes. Faire de Björn le fils de l'Agertha était donc une trahison majeure des sources. Mais c'était narrativement utile. Cela créait un lien émotionnel fort entre deux des personnages principaux de la série. Cela permettait de garder l'Agertha pertinente dans l'histoire même, après sa séparation avec Ragnar. Le Björn de la série est présenté comme tiraillé entre sa mère et son père, entre l'Agertha et Ragnar. C'est un personnage complexe qui doit naviguer entre loyauté familiale conflictuelle. Mais ce conflit n'a jamais existé parce que Björn n'était pas le fils de l'Agertha. Un détail révélateur de la manière dont la série a réécrit l'histoire. Fridleif, le vrai fils de l'Agertha selon Saxo, n'existe tout simplement pas dans Vikings. Il a été complètement effacé de l'histoire. Pourquoi ? Probablement parce que Fridleif ne fait rien d'intéressant dans les sources. Il est mentionné une seule fois comme le fils de Ragnar et l'Agertha, puis disparaît. Pas de hauts faits, pas d'exploits glorieux, pas de saga à son nom. Pour une série télévisée qui a besoin de personnages dynamiques et de conflits constants, un fils insignifiant ne sert à rien. Mais cet effacement révèle quelque chose d'important sur comment Hollywood traite l'histoire. Ce qui n'est pas dramatiquement intéressant est simplement supprimé,
même si c'est historiquement attesté. Ce qui est dramatiquement utile est inventé, même si c'est historiquement faux. Dans la série, Lagertha meurt poignardée par Hvitserk dans un moment de confusion mentale. C'est une mort tragique, presque poétique. Elle a vécu par l'épée et meurt par l'épée, mais pas en combat glorieux, plutôt dans une attaque sournoise par quelqu'un qu'elle considérait presque comme un fils. Cette mort accomplit plusieurs objectifs narratifs. Elle boucle l'arc de personnage de Lagertha. Elle crée du drame et de la tragédie. Elle permet à Hvitserk d'avoir son propre arc de rédemption. Elle satisfait une prophétie mentionnée plus tôt dans la série. Mais ce n'est pas du tout comment l'histoire de Lagertha se termine dans les sources. Selon Saxo, après avoir tué son deuxième mari et usurpé son trône, Lagertha règne sur la Norvège. Et puis, rien. Le récit s'arrête là. On ne sait pas ce qu'elle devient, comment elle meurt, combien de temps elle règne. Cette absence de conclusion est frustrante pour les créateurs de fiction, mais révélatrice pour les historiens. Elle suggère que Lagertha n'était pas assez importante dans la légende de Ragnar pour mériter une fin élaborée. Ou peut-être que Saxo lui-même ne savait pas comment terminer cette histoire qu'il avait en grande partie inventée. Un aspect que la série a largement ignoré est la dimension religieuse de Saxo. N'oublions pas qu'il était un moine chrétien écrivant au XIIe siècle, une époque où la Scandinavie était déjà christianisée depuis longtemps. Pour Saxo, toute l'ère viking païenne était une période sombre que le christianisme avait heureusement remplacée. Ces descriptions de Lagertha et des autres Skjaldmø n'étaient pas des célébrations, mais des condamnations. Ces femmes qui refusaient leur rôle naturel étaient des exemples de ce qui n'allait pas dans la société païenne. La série a complètement inversé cette perspective. Elle présente le paganisme nordique de manière généralement positive, comme une spiritualité authentique et puissante. Les personnages chrétiens sont souvent dépeints comme hypocrites ou cruels. Lagertha elle-même reste fidèle aux anciens dieux jusqu'à sa mort. Cette inversion n'est pas neutre. Elle reflète nos propres préjugés modernes. Nous romantisons le paganisme nordique comme une spiritualité plus naturelle, plus authentique, libérée de la rigidité du christianisme médiéval. Mais c'est encore une fois du présentisme. Nous projetons nos désirs sur le passé. Si Michael Hirst avait voulu faire une série vraiment fidèle aux sources sur Lagertha, que aurait-elle pu contenir? D'abord, il aurait fallu être honnête sur le fait que Lagertha est probablement un personnage mythique, une construction littéraire plus qu'une personne réelle. Une approche intéressante aurait été de présenter deux versions de l'histoire. La première, la Lagertha légendaire telle que racontée dans les sagas et par Saxo, avec ses exploits impossibles, sa dimension semi-divine, ses cheveux flottant au vent alors qu'elle vole au-dessus des champs de bataille. La deuxième, une reconstruction plus réaliste de ce qu'aurait pu être une femme viking de haut statut. Pas une guerrière, mais une gestionnaire de domaine compétente, une négociatrice habile, peut-être une völva respectée. Une femme qui exerçait du pouvoir non pas par la force des armes, mais par l'intelligence, les alliances stratégiques et l'influence sociale. On aurait pu montrer comment les légendes se construisent. Comment une femme qui a peut-être une fois pris les armes dans des circonstances exceptionnelles devient dans les récits une guerrière légendaire. Comment les exploits de plusieurs femmes différentes sont attribués à un seul personnage. Comment les éléments divins d'une déesse comme Thorgerd sont transférés à un personnage humain. Si on veut parler de vraies femmes vikings remarquables, il y en a plusieurs documentées historiquement qui auraient mérité leur propre série. Aude la Profonde, par exemple, qui a dirigé sa propre expédition vers l'Islande et y a fondé un domaine important. Elle était respectée comme chef, pas comme guerrière. Ou Hun, qui a régné sur les Hébrides. Ou Gyda, la femme de Harald à la belle chevelure, qui aurait refusé de l'épouser tant qu'il n'aurait pas unifié toute la Norvège. Son refus a motivé Harald à conquérir royaume après royaume. Ces femmes ont exercé du pouvoir réel, documenté historiquement. Elles ne l'ont pas fait en brandissant des épées et en tuant des ennemis, mais en étant intelligentes, stratégiques et en sachant naviguer dans les structures de pouvoir de leur époque. Leurs histoires seraient moins spectaculaires, visuellement, que celles de guerrières. Il y aurait plus de dialogues politiques et moins de scènes de bataille. Mais elles seraient plus vraies et, franchement, probablement plus intéressantes pour quiconque s'intéresse vraiment à l'histoire.
Un problème fondamental avec l'Agertha est qu'elle n'apparaît que dans une seule source, la Gesta Danorum de Saxo. En histoire, les sources uniques sont toujours suspectes. Quand un événement ou une personne n'est mentionné que par un seul auteur, surtout un auteur écrivant des siècles après les faits, les historiens sont extrêmement prudents. Comparez cela avec Björn Côte de Fer. Il est mentionné dans plusieurs sagas différentes, dans les chroniques anglo-saxonnes, dans des sources franques. Son existence historique est solidement établie, même si les détails de sa vie sont débattus. L'Agertha, elle, n'existe que dans le récit de Saxo. Personne d'autre dans toute la littérature nordique ne la mentionne. Elle n'apparaît dans aucune saga islandaise, aucun poème skaldique, aucune chronique étrangère. Pour une femme aussi remarquable, aussi puissante, aussi légendaire que la décrit Saxo, ce silence est assourdissant. Ce silence suggère fortement que l'Agertha est une invention de Saxo. Il a peut-être basé son personnage sur des légendes locales, des fragments d'histoire sur différentes femmes et le culte de la déesse Thorgerd. Mais la Lagertha cohérente qu'il présente dans son récit est probablement sa propre création littéraire. Si des femmes comme Lagertha avaient réellement existé en nombre significatif, l'archéologie aurait trouvé des traces. On aurait découvert de nombreuses tombes de femmes avec des armes et du matériel militaire. On aurait des représentations artistiques claires de femmes guerrières. On aurait des mentions dans de multiples sources écrites. Or, l'archéologie scandinave, qui a fouillé des milliers de sites vikings, a trouvé extrêmement peu de tombes féminines avec des armes. La tombe de Birka est une exception rarissime, et son interprétation reste débattue. Dans la vaste majorité des sépultures vikings, les rôles de genre sont clairement marqués. Les hommes sont enterrés avec des armes, des outils de travail du métal. Les femmes sont enterrées avec des bijoux, des outils de tissage, des clés symbolisant leur rôle de gestionnaire du foyer. Cette distinction archéologique est si constante, si répandue à travers toute la Scandinavie viking, qu'il est impossible de l'ignorer. Elle nous dit que la société viking avait des rôles de genre bien définis et que les exceptions à ces rôles étaient extrêmement rares. Au lieu de présenter l'Agertha comme un fait historique, la série aurait pu être honnête sur son statut mythique. Elle aurait pu explorer comment les mythes se construisent, pourquoi certaines histoires survivent et d'autres non, ce que ces légendes révèlent sur les valeurs de la société qui les a créées. Elle aurait pu montrer le fossé entre la réalité historique et la légende. Elle aurait pu présenter une Lagertha légendaire, celle des sagas, tout en montrant aussi comment les vraies femmes vikings vivaient. Elle aurait pu explorer la complexité de la féminité viking sans avoir besoin de transformer toutes les femmes en guerrières. Mais cela aurait demandé de la nuance, de la subtilité, une volonté d'éduquer le public plutôt que de simplement le divertir. Et soyons honnêtes, cela n'aurait probablement pas marché aussi bien commercialement. Les gens veulent voir des guerrières badass qui bottent des culs, pas des discussions nuancées sur les sources historiques et la construction des mythes. Le vrai problème avec Vikings et sa représentation de l'Agertha n'est pas qu'il s'agit d'une fiction, c'est qu'elle se présente comme de l'histoire. Elle a été diffusée sur History Channel. Elle prétend être basée sur des faits réels. Elle crée l'illusion de l'authenticité avec ses costumes minutieusement recherchés, ses décors élaborés, ses consultants historiques. Cette illusion d'authenticité est dangereuse parce qu'elle fait croire aux spectateurs qu'ils apprennent quelque chose de vrai sur le passé, alors qu'ils absorbent en réalité une fiction moderne déguisée en histoire. Combien de personnes croient maintenant que les femmes vikings combattaient régulièrement parce qu'elles l'ont vu dans Vikings? Cette confusion a des implications plus larges. Elle affecte comment nous pensons à l'histoire, comment nous comprenons le passé, comment nous interprétons les preuves archéologiques. Elle crée des attentes et des préjugés qui peuvent fausser même la recherche académique. L'histoire vraie des femmes vikings est fascinante sans avoir besoin d'être embellie. Ces femmes naviguaient dans un monde patriarcal avec les outils limités à leur disposition. Certaines réussissaient à accumuler du pouvoir et de l'influence malgré les obstacles structurels. Elles n'avaient pas besoin d'être des guerrières pour être impressionnantes. Aude la Profonde dirigeant sa propre expédition vers l'Islande était remarquable. Gyda manipulant Harald pour qu'il unifie la Norvège était intelligente et stratégique. Les Volva qui conseillaient les rois exerçaient un pouvoir spirituel et politique réel. Ces histoires vraies sont complexes, nuancées et révélatrices de la vraie nature de la société viking.
Elle nous montre comment le pouvoir fonctionnait réellement, comment les femmes trouvaient des moyens d'exercer une influence dans une société qui limitait officiellement leurs options. Mais ces histoires vraies demandent plus d'attention, plus de réflexion de la part du public. Elles ne se résument pas en scènes de combat spectaculaires. Elles nécessitent de comprendre les subtilités sociales, politiques et économiques d'une époque lointaine. Alors, qu'est-ce que la série Vikings n'a jamais osé montrer sur Lagertha? Elle n'a jamais osé dire la vérité, que Lagertha n'a probablement jamais existé. Que si elle a existé, c'était comme une figure mythique, pas comme une personne réelle. Que son histoire, telle que racontée par Saxo, était une construction littéraire destinée à illustrer les dangers du paganisme et du désordre. Elle n'a jamais osé montrer que les femmes guerrières vikings, si elles ont existé, étaient des exceptions si rares qu'elles sont devenues des légendes. Que la vaste majorité des femmes vikings vivaient des vies très différentes, tout aussi difficiles, mais beaucoup moins glamour. Elle n'a jamais osé admettre qu'elle réécrivait l'histoire pour servir un agenda moderne, projetant nos valeurs du XXIe siècle sur le IXe. Que la Lagertha de Catherine Winnick était une création du XXIe siècle déguisée en personnage du IXe. Et peut-être surtout, elle n'a jamais osé faire confiance à son public pour accepter la complexité de la vraie histoire. Elle a préféré la simplicité du mythe à la nuance de la réalité. Lagertha, telle qu'elle apparaît dans Vikings, est un personnage puissant et inspirant. Mais elle n'est pas de l'histoire. Elle est de la mythologie moderne, créée pour notre époque, reflétant nos désirs et nos valeurs. Et peut-être que c'est exactement ce qu'elle a toujours été, depuis que Saxo l'a inventée au XIIe siècle. Une légende qui nous en dit plus sur ceux qui la racontent que sur l'époque qu'elle est censée représenter. La vraie histoire est plus complexe, plus ambiguë, et finalement plus intéressante que le mythe. Mais elle demande qu'on regarde au-delà des armures brillantes et des scènes de bataille épiques pour comprendre la vraie nature de la vie et du pouvoir à l'ère viking. Et ça, malheureusement, la série n'a jamais osé le faire.